Voilà, on va donc reprendre notre cours de génétique pour, je reprends, je précise bien, pour les L2, L3 de l'UOM. Donc, vous avez suivi hier une bonne partie de cours et vous êtes censé avoir fait la partie pratique qui doit vous avoir été animé par les assistants. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est grand temps que vous vous y mettiez à le faire. Hier, on vous a demandé de dessiner une cellule. Qui parmi vous a réellement fait le dessin de la cellule? Et quelle cellule avez-vous trouvé? Vous pouvez me répondre dans le chat. Attention, il y a encore un écho là. Vous pouvez me répondre dans le chat. Et en fait, je vous ai demandé de dessiner une cellule réelle que vous devriez avoir trouvée dans votre contexte. Et si vous réfléchissez bien, dans notre contexte, nous avons des cellules que nous pouvons voir avec les yeux. La majorité des cellules, elles sont petites. On ne les voit pas facilement avec les yeux, mais il y a quand même des cellules qui sont assez grosses et qu'on peut voir avec les yeux. Une de ces cellules pour laquelle on vous a donné un devoir pratique s'appelle l'œuf. Alors, est-ce que quelqu'un a pu penser comment est-ce qu'il allait réaliser cet exercice qu'on vous a demandé de dessiner une cellule en la coupant dans sa section transversale et dans sa section longitudinale? C'est ce que j'attends de vous. Donc, chacun de vous va me présenter une image de la cellule. Je vous donne la cellule que vous aurez pu trouver, c'est l'œuf. Deuxième exercice pratique qu'on vous a donné, c'est de dessiner une cellule végétale. Quelle est la cellule végétale que vous pourriez dessiner? Ce n'est pas trop compliqué. Nous sommes dans la saison de pluie. Si vous achetez un champignon, vous prenez des champignons, vous allez voir que les champignons sont des cellules faciles à dessiner. Mais il y a une cellule qui est très facile à dessiner, que vous devriez faire. Je suis désolé, c'est un exercice que je vous demande de faire au laboratoire. Vous prenez l'oignon, vous enlevez la partie supérieure de l'oignon qui est un peu très dure comme ça. L'oignon, vous pourriez enlever la fine couche d'oignon qu'il y a, vous la posez sur une lame et vous pouvez mettre une lamelle au-dessus et vous regardez au microscope au grossissement de 10. Bien qu'au grossissement de 10, vous allez voir l'oignon qui va se présenter comme une cellule végétale. Vous vous rappelez, on a dit que les cellules végétales avaient en général une forme rectangulaire, cubique, etc. La différence des cellules animales, pour la plupart, elles ont une forme ronde, ovale, etc. Et l'oignon, vous allez voir ceci à l'intérieur. Et donc, ce que je vous demandais de décrire, c'est toutes les composantes que vous allez voir dans votre cellule. Cet exercice est important parce que la génétique, c'est étudier ce qu'il y a là dans le cœur de la cellule, dans le cerveau de la cellule. Mais pour bien comprendre ce qu'il y a dans le cœur de la cellule, il faut bien sûr connaître comment est la cellule. Donc, votre exercice TP, on vous a donné 1 heure. On peut prolonger si vous voulez, mais je vous demande vraiment de vous y mettre, de dessiner l'œuf. L'œuf, c'est quoi? C'est l'ovule. C'est un œuf. Et là, vous avez une cellule. Alors, comment est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre l'œuf, le faire bouillir. Quand vous avez fait bouillir l'œuf, vous enlevez délicatement la coquille et vous décrivez toutes les autres composantes que vous voyez à partir de l'extérieur en allant vers l'intérieur. C'est un exercice pratique à faire et je vous demande réellement de le faire.
J'espère que les assistants vont valider votre heure ou 2 heures de TP en génétique. Voilà. C'est important que vous le fassiez. Hein. Ce n'est pas pour vous embêter parce que ça va vous permettre de mieux ancrer les choses que nous sommes en train de voir en théorie. C'est pour cela que dans votre formation, on prévoit aussi de la pratique. Et la pratique doit être pratique, elle ne doit pas être théorique. Donc, à vous de jouer maintenant. Alors, je voudrais reprendre, comme je vous l'ai dit, la génétique, parfois, n'est pas facile à digérer, mais j'ai l'habitude de reprendre les choses, de les présenter d'une autre façon pour que vous puissiez digérer, absorber et surtout assimiler les choses. C'est ça le but, que vous puissiez assimiler les choses qui vont vous servir dans la vie. Alors, je reprends les diapos précédentes. Je pense avoir partagé mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez. On va reprendre un peu sur des définitions, hein, des choses importantes. Et puis, nous allons parler de Mendel. On va revenir. On a vu le pas passé que Mendel était un prêtre qui travaillait dans un monastère et puis qui s'est mis finalement, il y a plus de 100 ans de cela, à expérimenter sur des petits pois. Les petits pois, c'est une forme de haricot et il y en a une vingtaine qui existent de différentes façons. Et il était botaniste, donc il connaissait les plantes. Nous, moi, je fais la médecine humaine et pas celle végétale. Il connaissait les plantes, il savait que les petits pois, il y en avait de plusieurs types. Vous avez des petits pois qui ont des caractères différents et les caractères, c'est ce que nous allons voir, qu'est-ce qu'on entend par caractère génotype et qu'est-ce qu'on entend par caractère phénotype. Nous avons déjà vu ça la fois passée dans l'introduction du cours, mais je reviens dessus. Après, on va s'attarder un peu sur des détails sur ça. Alors, on a vu que le caractère génotype, c'est le caractère qui appartient au noyau, au cœur de la cellule, au cerveau de la cellule. Et le caractère phénotype, on a vu que le caractère phénotype, c'est celui que nous voyons, c'est l'expression, c'est ce que nous pouvons voir. Et ce que nous voyons, nous le voyons soit avec les yeux, comme j'ai pu voir la grosse cellule qui est l'œuf, je vois qu'elle a une coquille, et ça, ce sont tous des caractères phénotypiques, ce qui est exprimé par le noyau. C'est comme si je disais le corps, c'est le phénotype, l'âme, c'est le noyau, c'est l'ADN. L'homme est fait de corps et d'une âme, corps et esprit. L'esprit, vous ne voyez pas. On va dire plus ou moins comme ça, l'ADN, bon, c'est ce qui commande, c'est l'esprit qui commande le corps. C'est mon âme, c'est mon moi qui commande le corps et tout, etc. Et puis le corps, c'est ce qu'on voit. Je suis grand de taille, je suis petit de taille, je suis gros et tout, etc. Ça, c'est le phénotype. Mais attention, le phénotype en ce qui concerne la génétique s'exprime déjà dans l'océan qu'on appelle cytoplasme. Donc, quand je parle d'une hémoglobine S, l'hémoglobine S, c'est un phénotype, ce n'est pas le génotype. Lorsque nous verrons plus en détail un peu la biologie moléculaire, nous allons comprendre que lorsqu'on parle de génotype, ce n'est pas l'hémoglobine S. L'hémoglobine S est une expression d'une protéine qui a été dictée par un gène. Et le gène responsable de la production de l'hémoglobine S s'appelle le gène bêta S. Le gène bêta S, qui est situé dans une position bien déterminée sur un chromosome et qui est responsable de cette mutation. Donc, deux notions importantes, génotype, phénotype, deux caractères différents. Le génotype, c'est celui qui commande. Le phénotype, c'est l'expression du message que le génotype a transmis. Après, nous avons vu aussi que nous allons voir les anomalies chromosomiques parce que Jérôme le Jeune, c'est le papa de la trisomie 21, une maladie héréditaire, génétique, qui a fait l'objet de plusieurs publications, plusieurs débats, parce que les Mongols, les trisomiques 21, le syndrome de Down,
c'est, je vous l'ai dit la fois passée, c'est un syndrome qui sera marqué par un déficit psycho-intellectuel. Bien. Et, sorry, j'ai couru un peu trop vite. On va rentrer au début. Après, nous avons vu, toujours la fois passée, la différence entre les cellules prokaryotes et eucaryotes. Je ne reviens pas dessus. Nous sommes des eucaryotes complexes. On n'a pas une seule cellule, mais on a plusieurs cellules. Vous avez vu ça dans le cours précédent. On a vu aussi que les cellules prokaryotes, elles sont importantes. Et je vous ai parlé, enfin, on reviendra dessus, sur l'utilité de la biologie moléculaire, l'application de la biologie moléculaire dans la science, dans la médecine. Vous vous rappelez, au début, on avait dit que c'était utile. Ça nous a permis, par exemple, de produire des protéines importantes. Aujourd'hui, on sait qu'à travers une plante, comme c'est là, le tabac, à travers la plante, la cellule du tabac, on introduit l'ADN pour produire, par exemple, l'insuline, et on produit l'insuline humaine à partir d'une cellule végétale. Ou encore, on prend l'Escherichia coli, on introduit le gène de la production d'une autre protéine humaine, et on a du matériel qui, génétiquement, parce que les protéines, c'est une séquence d'acides aminés qui se suivent, etc. Selon la combinaison de ces séquences d'acides aminés, ça constitue une certaine protéine avec un poids moléculaire déterminé et avec une fonction aussi déterminée. Donc, quand on sait manipuler cela, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie génétique. L'ingénierie génétique, elle est née déjà il y a plusieurs années. Hein. C'est ce qui a permis à ceux qu'on ait, par exemple, du riz jaune, hein, avec des couleurs jaunes, ou bien du riz enrichi en vitamine A, etc., pour lutter contre la malnutrition, pour lutter contre les problèmes de cécité par manque de vitamine A, etc. Donc, vous voyez que la génétique, elle est vraiment, elle a contribué beaucoup, hein, au progrès de la science, mais aussi de l'histoire. Nous verrons lorsque nous parlerons de la génétique des populations, hein, parce que c'est aussi ça qui est prévu dans votre programme, nous verrons que grâce à la génétique, on sait, par exemple, l'histoire du mouvement des Noirs, que les Noirs ont été exportés de l'île de Gorée, qu'ils ont fait escale dans tel pays avant d'arriver aux USA, etc. On connaîtra un peu plus aussi sur l'histoire des pharaons, sur enfin, l'histoire de l'humanité. Donc, nous parlerons de cela aussi dans la génétique des populations. Nous avons vu le noyau. Maintenant, nous verrons un peu plus en détail dans les prochains cours le chromosome, parce que le chromosome, c'est quand même l'élément important que nous connaissons, et puisqu'on doit parler aussi des anomalies chromosomiques, les maladies qui sont liées aux changements qu'on observe dans les chromosomes. On a surtout déjà vu l'ADN, retenez-le, l'ADN, vous vous rappelez, c'est une échelle, 2 rampes d'échelle. Comment est-ce qu'on appelle les rampes des échelles? Il y a un mot que vous devez connaître en médecine, on les appelle brins, R-B-R-I-N, brins. Et que comment s'orientent les brins? On a vu qu'il y a une orientation 5', 3', mais anti-parallèle. Donc, si 5' commence comme ça et descend vers 3', l'autre en face doit commencer par le bas, par 5' et termine au-dessus par le 3'. Et entre les deux, il y a des bases complémentaires. Ça, puis on a vu que la molécule changeait de forme selon la disposition, etc. Donc, ça, nous l'avons vu la fois passée. Et puis, nous avions dit que nous allions commencer justement la partie importante. Je suis désolé, là, c'est une diapo qui s'est répétée. La partie importante que nous allons voir maintenant, c'est la nomenclature. En médecine et en génétique, il faut retenir des mots et respecter le sens de ces mots-là. Et ça, c'est important. C'est peu de choses. Je n'ai pas l'habitude de demander qu'on retienne des choses par cœur. Non, mais ici, les termes, parce que si je dis droite, il faut savoir que droite, ça signifie je tourne à droite. Si je dis gauche, mais si vous ne comprenez pas ça, si je vous dis droite, vous allez reculer. Et donc, voilà. C'est important quand même qu'on retienne aussi certaines définitions. Alors, la nomenclature en génétique, vous allez voir, vous allez dire, oh, le génome humain a été séquencé.
C'est le titre des grands journaux il y a quelques années. Tout le génome humain a été séquencé. Le génome, c'est quoi? Le génome, par définition, c'est l'ensemble de l'information génétique nécessaire à l'édification, fonctionnement et reproduction de chaque organisme. Donc, le génome, c'est quoi? C'est tout ce qui est important pour que je puisse vivre la vie. Nous parlons des êtres vivants, humains, pour le moment, et c'est pareil pour les animaux. Le génome, c'est ce bagage-là que nous avons qui nous permet de vivre, c'est-à-dire de nous nourrir, de nous défendre, qui nous permet de nous reproduire. Ça signifie que je ne meurs pas, je me fais remplacer par quelqu'un d'autre qui me ressemble. C'est pour ça qu'on écrit les testaments, pour que les autres puissent hériter. Donc, c'est la race humaine qui perdure. C'est écrit, unissez-vous, multipliez-vous, dominez la terre. Eh bien, c'est ce que nous faisons, mais nous, au niveau cellulaire. Et ce qui nous permet de faire cela, c'est l'information génétique. Et nous avons vu la fois passée, l'information génétique, finalement, c'est un ensemble de lettres comme l'alphabet Morse. Des lettres qui sont disposées d'une certaine façon et qui dictent et qui commandent. C'est ça qui est formidable. Et donc, c'est ça qu'on appelle génome. Alors, le génome, chez nous, nous avons vu que nous avons deux génomes. Enfin, deux sites où nous avons le matériel qui commande. On a vu qu'on avait ça dans le noyau et on avait aussi, en dehors du noyau, nous avons vu qu'on avait le bagage génomique nucléaire et extranucléaire. C'est important ça, hein, de retenir au moins cela. Extranucléaire, chez nous, c'est dans les mitochondries. Alors, vous allez avoir des termes aussi comme génomique. La génomique, vous allez lire aujourd'hui même des revues, hein, c'est écrit génomique, boum. C'est la discipline qui permet de faire la cartographie et le séquençage des génomes. C'est ça la génomique. Il y a des collègues qui sont experts en génomique. Ça signifie quoi? Expert en génomique, ça signifie tout le bagage qui se trouve ici, toutes les lettres. Vous vous rappelez combien de paires de bases nous avons dans notre ADN? On a vu que dans notre ADN, nous avons près de 3 milliards de paires de bases. Et on a vu qu'en génétique, nous parlerons souvent des paires de bases. Pourquoi? Parce que ces chaînes que nous avons vues, qui sont parallèles et antiparallèles, sont reliées entre elles par, c'est comme les escaliers, par des barres transversales qui sont complémentaires. C'est pour ça qu'on parle des paires de bases. Et alors, pour savoir la longueur, on compte le nombre de paires de bases PP. Donc, la génomique, c'est cette science-là qui nous permet de diviser, de découvrir, de décrypter toute cette série de lettres qui se suivent l'une derrière l'autre, etc. La façon dont ces lettres sont suivies. Ça, c'est la science. C'est une discipline scientifique qui recouvre la cartographie et le séquençage des génomes. La cartographie, ça signifie les positions de toutes les paires de bases. Il y a une paire de bases. Après, on leur donne des positions. On dit position 1, position 2, position 3. On va dire paire de bases dans la position 6, paire de bases dans la position 15, et ainsi de suite. C'est ça, la cartographie et le séquençage. Et alors, ça concerne quoi? La génomique, l'étude des acides nucléiques. Vous vous rappelez, on a dit, bon, ce que nous allons voir, ce sont les acides nucléiques, donc des acides qu'on va trouver essentiellement dans le noyau. C'est pour ça qu'on les appelle acides nucléiques. Les autres, on les appelle acides aminés. Et puis, il y a d'autres acides
etc. Donc, nous, ici, nous allons étudier dans la génomique les acides nucléiques. Et ces acides nucléiques, on en a surtout deux importants qu'on appelle, selon le sucre, maintenant nous allons voir les formules un peu en détail, selon les sucres qu'ils ont, désoxyribonucléique, ça signifie il est désoxydé, et l'autre, il est ribonucléique. Donc, l'un va s'appeler ADN et l'autre va s'appeler ARN. Donc, les deux acides nucléiques principaux que nous allons étudier, c'est l'ARN et l'ADN. En fait, j'aurais dû commencer par dire l'ADN et l'ARN. Ce sont les deux grands acides que nous allons étudier. L'ADN, c'est l'acide qui permet de programmer la synthèse des protéines. En fait, pour survivre, pour résister contre les infections, pour nous multiplier, on a besoin des outils. Et ces outils-là, ce sont des protéines. Et celui qui donne l'ordre de produire les protéines, c'est l'ADN, qui est dans le noyau. Et ces protéines vont être produites essentiellement, je ne dis pas que c'est exclusivement dans l'océan, parce qu'il y a aussi des protéines dans le noyau, dans le cytoplasme. Et pour produire ces protéines, l'ADN a besoin d'un messager. Donc, c'est comme un ambassadeur. L'ADN reste dans le noyau, c'est le patron. Il dit, tiens, je dois aller produire des protéines à distance. Hein. Et alors, il dit, tiens, qui va aller faire ça? Il dit, j'envoie un messager. Mais un messager qui doit être fidèle au message que je transmets. Et ce messager qui va transmettre le message que l'ADN veut transmettre, parce que c'est lui qui dicte tout dans la cellule, s'appelle ARN. Et comme il sert pour transporter le message, on l'appelle ARN messager. Mais nous allons voir qu'on a plusieurs types d'ARN et pas seulement l'ARN messager. Alors, cette information-là, qui est contenue dans l'ADN. L'ADN, vous vous rappelez, dans le noyau, on avait dit que c'était la chromatine, une espèce de, c'est une soupe, hein, quand le noyau, la cellule est dans ce stade d'interface, c'est la chromatine. Et lorsqu'on voit cet ADN, hein, finalement, c'est une chaîne qui se suit. On avait dit, lorsqu'on déroule l'ADN, on peut voir que l'ADN peut atteindre 1,50 m, 2 m selon les espèces, etc. Et nous allons étudier les séquences qu'il y a sur cette chaîne d'ADN. Elle est double, hein, mais j'ai fait une seule chaîne, juste, etc. Donc, il y a des positions. Et sur cette chaîne d'ADN, il y a des ADN, il y a des chaînes de paires d'acides de base, donc des acides nucléiques, qui ont des rôles particuliers. Ces petits bouts d'ADN-là, on les appelle gènes. Donc, la génétique comprend, la génomique nous permet d'étudier les gènes. Les gènes sont des séquences d'ADN qui sont responsables des ordres qu'ils donnent à la cellule. Ce sont les gènes qui donnent des ordres à la cellule. Produis-moi une protéine avec 480 acides aminés que vous allez appeler, je ne sais pas, insuline. Voilà, c'est le gène. Et ce gène-là, c'est cette succession de lettres de l'ADN. Donc, les lettres morses, l'écriture morse, c'est en fait ça qui permet en disant, va produire cette protéine-là. Donc, dans la génomique, cette discipline qui va nous permettre d'étudier l'ensemble du génome, en particulier les acides nucléiques, et dans les acides nucléiques, il y a des parties qui ont des rôles essentiels pour donner des ordres, pour donner les informations nécessaires qu'on appelle le gène. Alors, il y a d'autres termes, nous sommes dans la phase de nomenclature. Vous allez lire dans les livres, on parle maintenant, je reviens un peu aux chromosomes, parce que n'oubliez pas, hein, on a dit que l'ADN, ça c'est le noyau et tout. Dans une certaine phase de la cellule, ce noyau va se diviser en des bâtonnets qu'on va appeler chromosomes.
et bâtonnets qu'on va appeler chromosomes, qui auront plusieurs formes, et nous avons vu que chez nous les humains, nous avons 23 paires de chromosomes qui vont porter des noms, 1, 2, 3, 4, enfin des numéros plutôt, et puis la dernière paire, on va les appeler les paires de chromosomes sexuels. Donc on a des chromosomes qu'on appelle les chromosomes somatiques, parce que ça intéresse la chair, le soma, et les chromosomes sexuels, ceux qui concernent la reproduction, la germination, qu'on va appeler les chromosomes sexuels. Donc, on a 22 paires autosomes et une paire sexuelle. Donc, 23 paires de chromosomes. Pourquoi est-ce qu'on parle de paires? De paires, parce que nous sommes des humains, nous sommes à la fois papa et maman. Voilà. Alors, sur les chromosomes, nous reviendrons sur les détails du chromosome. Je dessine un chromosome. En général, le chromosome, nous l'avons vu la fois passée, est divisé en deux parties par un point central qu'on appelle le centromère. Et les deux parties semblables, en fait, parce qu'une partie vient de papa et une partie vient de maman, etc., on les appelle les chromatides, qui sont liés ensemble. Eh bien, on appelle locus, locus ça signifie lieu en latin. Locus, je ne sais pas si vous lisez de temps en temps la Bible, c'est écrit que Jésus-Christ a été crucifié sur le locus calvariae, sur un endroit qui avait la forme d'un crâne, un lieu en forme d'un crâne, locus calvariae, sur le calvaire. C'est un locus, c'est un terme anglais qui signifie endroit, lieu, localisation. En français, en pluriel, en général latin, j'imagine que vous avez des latinistes parmi vous, le pluriel de locus fait loci ou loci en français, loci. Et donc, vous allez lire en disant le gène, quelle est sa localisation sur le chromosome. Alors, le locus, c'est l'endroit où est situé le gène déterminé. Je peux dire que ce gène, il est situé à l'extrémité. Ah oui, je vous ai dit la fois passée que le chromosome, on le distinguait en bras longs, bras courts, grand, bras courts qu'on écrit donc petit, P, et bras longs qu'on écrit Q. Donc, on va dire P et Q. Ça sont des termes que vous allez trouver en génétique. On va dire que le locus responsable, par exemple, de maladie X se trouve sur le petit bras en position, on va dire P26. Voilà. Donc, vous allez lire en disant, tiens, le gène responsable, par exemple, de la mucoviscidose se trouve sur le petit bras du chromosome. Tel chromosome, on peut dire le chromosome, je vous ai dit qu'on leur donnait des noms, le chromosome 7, par exemple. Sur le petit bras, on va trouver le gène en position 26, parce qu'en fait, on va voir qu'on va donner des positions à ces différents gènes sur le chromosome selon leur position sur le petit bras ou le long bras. Donc, on va distinguer, par exemple, ça, c'est le petit bras, et le long bras, c'est celui-là. Donc, il est un peu plus long que l'autre. Voilà, le centromère est là au milieu. Ça, donc, c'est le petit bras, P, et ça, c'est le long bras qu'on va appeler Q. Voilà. Donc, ça, c'est des notions que vous devriez avoir. Petit bras et long bras. Position, locus. Après, il y a ce qu'on appelle allèles. Les allèles, finalement, sont ce que nous avons hérité des parents, et ces allèles, on les hérite toujours d'eux. Allèles, parallèles, donc ils sont à deux, allèles. Et les allèles sont pratiquement, si vous voulez, des positions. Dans ce locus ici, dans cette position locus, j'ai deux allèles. L'allèle qui vient de papa, en position 26, je le mets en rouge, et l'allèle qui vient de maman, je le mets en vert. Ça signifie les gènes qui sont localisés au même endroit, position P26, petit bras du chromosome 7, ces gènes homologues, c'est-à-dire
l'un vient de papa, l'autre vient de maman, on les appelle allèles. Donc, deux notions importantes. Locus, position. Allèle, les deux qui se ressemblent, qui sont responsables. Si vous voulez, ce sont des gènes qui ont une fonction identique. Si j'ai le gène de la couleur des cheveux de papa, en face de la couleur des cheveux de papa, j'ai le gène responsable de la couleur des cheveux qui me vient de maman. Ce sont des points essentiels qui se ressemblent, qui assument une même fonction. Alors, lorsque les deux gènes, lorsque les deux allèles sont identiques, ça signifie, allez, on va y aller, vous allez comprendre une chose beaucoup plus simple, même si je voulais plutôt vous parler de la drépanocytose vers la fin, mais je vous ai dit que la génétique maintenant, pour nous, en milieu tropical, nous ne parlerons pas beaucoup des petits pois, mais nous prendrons toujours la drépanocytose comme modèle. Et c'est ce qui est conseillé d'ailleurs, que même au lycée, au lieu de parler de Mendel et des petits pois, qu'on parle plutôt de la drépanocytose lorsqu'on parle aux écoliers des gènes, de la transmission, de l'hérédité. Comme ça, le terme drépanocytose entre dans la culture de nos enfants, dans la population, et on va finalement essayer d'éviter de considérer la drépanocytose comme une malédiction. Donc, je disais, lorsque j'ai deux gènes qui se ressemblent, alors, deux allèles, position P26, et cet allèle, on va l'appeler A. L'allèle de papa, A. En face de l'allèle de papa, j'ai l'allèle que j'ai reçu de maman qui s'appelle aussi A. Là, on dit que je suis homozygote. Supposons maintenant qu'en position P26, en face du gène de papa, j'ai le gène A. Donc, ça, c'est papa. Et ça, c'est maman. Maman. En face du gène A, Mamou donne son gène S. Donc, je deviens quoi? On va m'appeler allèle, je suis quoi? Hétéro. Hétéro pour dire que ce n'est pas la même chose. Dans la même position, ce sont tous des gènes responsables ici de la production de l'hémoglobine, parce que le gène donne un ordre pour produire une protéine déterminée. En face de la couleur des cheveux de papa, j'ai la couleur des cheveux de maman. Mais maman a des cheveux qui sont blonds. Papa a des cheveux qui sont bruns. Moi, j'ai donc les deux. Si je coupe la tête en deux, j'ai une partie de ma tête cheveux couleur blond, l'autre côté couleur brune. Donc, ça va me faire, ben, on verra ça après quand on va voir les caractères. Mais enfin, j'ai pris cet exemple parce que le plus simple, c'est celui que vous connaissez, que je peux être AA, donc je suis homozygote, ou je suis hétérozygote, parce que les allèles, et ici, quand je parle des allèles, ici, il s'agit des allèles responsables de HB, d'hémoglobine. Ce n'est pas l'allèle de la couleur des cheveux, c'est le gène responsable de la production de l'hémoglobine. Quand les deux gènes sont dans la même position, locus semblable, je suis homozygote. Quand ils sont différents, je suis hétérozygote. Maintenant, prenons un exemple que je reçois de papa, S. Et maman donne aussi S. Qu'est-ce que je suis? Je suis toujours homozygote. Mais je suis homozygote S. Et c'est ce qu'on appelle la drépanocytose. Donc là, je suis malade. Donc vous voyez, c'est important, les notions de nomenclature. Ça nous permet de comprendre déjà ce qui peut sembler complexe, c'est justement la transmission, l'hérédité de ces différentes maladies que nous allons voir plus tard. Donc ça, c'est vraiment important que vous puissiez retenir ces notions de base.
sur la nomenclature, sur des données essentielles. Je vais continuer avec mes diapos. Et donc, ça, c'est des choses vraiment simples hein, que vous devez retenir. Alors, je reprends de nouveau. On a dit le génotype, c'est le cœur. Génotype, c'est ce qui dicte. C'est finalement le génotype, c'est quoi? C'est la combinaison des allèles. Allèles, c'est les gènes qui me portent une fonction pour produire une protéine, pour dicter. Le phénotype, par contre, le phénotype, c'est l'expression des allèles. C'est ce que je vois, c'est les caractères des allèles. Alors, le phénotype de l'allèle responsable de la production de l'hémoglobine, cet allèle, on va l'appeler gène bêta S. C'est le gène responsable de la production de l'hémoglobine. Le gène normal s'appelle gène bêta A. C'est-à-dire, lui va me produire une protéine qu'on appelle hémoglobine de type A. Et lorsqu'il y a une mutation, nous allons voir ce sont les mutations. Ce gène-là change de nom et je l'appelle bêta S. Le gène bêta A produit quelle hémoglobine? Il produit l'hémoglobine A. Et le gène bêta S va me produire quelle hémoglobine? Il me produit l'hémoglobine S. Donc voilà, ça ce sont des notions de base qu'il faut maîtriser et qui vont vous permettre de lire des articles, de comprendre ce que disent les articles et tout, etc. Nous allons faire une petite pause ici, puis nous allons reprendre avec l'histoire de Mendel, puisque c'était prévu dans votre programme de parler de l'hérédité mendélienne. Entre-temps, est-ce que vous avez des questions? Je vais voir si vous avez des questions en ligne. Même sur ce qu'on a vu avant, on va faire une petite pause de 15 minutes parce que je n'ai pas de clim, il fait quand même chaud. Et donc, on a le temps de se rafraîchir un peu et de reprendre le cours dans 15 minutes. Avez-vous des questions en ligne? Eric, est-ce que vous avez vu des candidats qui sont connectés en ligne ou pas? Non, apparemment pas. Hein? C'est pas grave. Écoutez, on ne vous voit pas en ligne, mais ce n'est pas grave. Le cours est enregistré. Vous avez toute la latitude de le suivre, de le revoir à votre aise. Mais pour le suivre, vous devez vous inscrire, entrer dans le site et cliquer sur les liens qu'on vous a envoyés. Il est possible qu'il y ait une petite discordance de temps entre vous et moi, d'abord parce que vous avez 1 heure d'avance et moi 1 heure avant de retard par rapport à vous, mais vous avez toute la latitude de suivre tous les cours qui sont enregistrés sur le site et vous avez aussi la latitude de poser des questions dans le chat. J'y répondrai chaque fois que je vais reprendre les autres séances de cours. Donc, nous allons essayer de tout terminer cette semaine. Comme ça, votre système LMD sera validé. On fait une pause de 15-20 minutes. Je mets ma pause. Suspendre, bloc.